Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui on a la chance d'être avec Philippe Rosenblum. Donc Philippe qui est un spécialiste des richesses humaines. Philippe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, dans le cadre de cette interview, donc comment être un leader naturel et authentique. Donc qui tu es. Moi ta question m'intéresse. Souvent d'ailleurs, lorsqu'on rencontre des personnes dans une réunion, un gala, une soirée, etc., c'est vrai que dans les 3 premières questions que les gens posent, bon, en général ils savent plus ou moins le nom, mais dans les 3 premières questions, on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Voilà. Évidemment, la réponse qu'on s'attend, c'est je suis boulanger, je suis médecin, je suis consultant. Et comme j'ai un petit peu un côté trublion, je cite souvent mon père, et mon père disait « Je suis un homme sérieux, mais qui ne se prend pas au sérieux ». Donc je pense être très sérieux, surtout dans le domaine professionnel. Je ne suis pas là pour jouer, on est là pour résoudre. Mais je ne me prends pas au sérieux, et d'ailleurs l'humour pour moi est un de mes nombreux outils, de mes nombreuses cordes à l'arc. Et j'use, et voire peut-être j'en abuse parfois. Mais on peut aussi travailler dans la joie, même si les évangiles ont dit « Tu enfanteras dans la douleur », je pense qu'on peut évoluer... pas forcément dans les difficultés, même si Nietzsche a dit que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Oui, c'est vrai, mais on n'est pas non plus obligé de souffrir pour être plus fort, on n'est pas obligé de souffrir pour évoluer, on n'est pas obligé de souffrir pour grandir, et je pense qu'on peut travailler à l'élévation de notre conscience, dans la joie, dans le plaisir, dans la bonne humeur et dans l'humour. Voilà. Donc on l'aura compris. Donc comme je suis assez trublion, disais-je, quand on me pose la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», j'aime un peu provoquer les gens et leur répondre tout simplement « Je vis ». Voilà, je vis. Bah oui, parce que qu'est-ce que tu fais dans la vie déjà vivre. Ouais. Il y a une phrase que j'ai publiée d'ailleurs dans un de mes posts sur LinkedIn qui dit, alors je ne sais plus tout à fait comment il le dit, puis en plus c'est pas de moi donc je ne l'ai pas mémorisé totalement, c'est Oscar Wilde. C'est Oscar Wilde qui dit que de vivre c'est une richesse parce que la plupart des gens ne font qu'exister. Voilà. Et d'ailleurs, lorsqu'on pose la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» et qu'on répond « Je suis boulanger », souvent ça m'interpelle et je provoque aussi un petit peu les gens pour, ouais, un peu comme un éveilleur de conscience, un révélateur de conscience. Je leur dis « Mais l'individu n'est pas sa fonction. Je ne suis pas boulanger, je suis boulanger. » Non, non, non. L'individu exerce la fonction de boulanger. Il n'est pas boulanger, il n'est pas son prénom, il est... Déjà, on a tellement du mal à être des êtres humains. Si en plus on commence à diluer la chose en disant qu'on est son prénom, tu es Rémi, non, tu n'es pas Rémi. Tu es un être humain qui a le prénom de Rémi et puis qui a la fonction de, ou le job de, etc., l'occupation de. Alors voilà, on a compris. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben, j'essaie de vivre, voilà. J'essaie de vivre avec toutes mes composantes, toutes mes fondations. Je t'entendais tout à l'heure, en préparant cette interview, que tu parlais... avec Rémi Tremblay, donc PDG d'Adecco, ex-PDG d'Adecco Canada, où il saluait le fait que ce qui était très sympathique chez toi, entre autres qualités ou entre autres talents, c'est qu'on sentait l'enfant qui était en toi et qu'il y a plein d'hommes, parce qu'on nous a tellement dit dans notre enfance qu'il fallait devenir des hommes, qu'à chercher à devenir des hommes, dans cette quête d'être un adulte et ensuite un homme, je pense qu'on a oublié le fondamental, c'est qu'on a oublié que en nous, dans l'homme qu'on est devenu à nos âges, il y a l'adolescent, il y a l'enfant, il y a le bébé, il y a tout ça. Et c'est un petit peu comme si une maison se sciait en deux et reniait ses fondations. Ouais. Et après on s'étonne que le type il est bancal, on parle de burn-out, il n'y a jamais autant de burn-out, mais c'est normal. C'est normal, tu vois, en plus, en le disant, je découvre cette idée, je modélise cette idée, c'est que ne faut pas s'étonner s'il y a autant d'individus, hommes comme femmes, qui ne savent plus où ils en sont dans la vie, parce qu'elles se sont coupées l'essentiel de nos racines. On parle d'authenticité, je crois d'ailleurs tu m'interviews aujourd'hui pour avoir... ton point de vue sur voilà, qu'est-ce qu'être un leader authentique, comment être authentique? Ouais, mon point de vue, on va dire, les théories que je propose. C'est quand je faisais des conférences, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait et que j'ai l'intention de refaire,
Je commençais en préambule en disant écoutez, faites-moi un plaisir ce soir, c'est que tout ce que je vais vous dire ce soir, ne le croyez pas. Je vous demande surtout de ne pas me croire. Ce que je vais vous dire ce soir, ce sont des élucubrations, des propositions, des théories. Par contre, si vous voulez me faire plaisir, dans certains cas, lorsque ça fait écho en vous, c'est de les tester. Voilà. Testez les théories que je vous propose. Puis vous voyez ce qui se passe. Parce qu'à la limite, la théorie que je propose, elle est peut-être bonne pour Paul, elle n'est pas bonne pour Pierre, et puis elle est excellente pour Valérie, et puis elle est nulle pour Sophie. Expérimentez, puis voyez ce qui se passe. Ce qui se passe, voilà. Voyez ce qui se la passe. réalité. Voilà, la réalité. Moi, j'ai eu un de mes formateurs qui m'a énormément appris, enfin comme tous mes formateurs, mais c'est certainement lui qui m'a le plus, à chaque fois, appris à expérimenter une chose qui s'appelle le test de la réalité. Et il n'y a rien de tel que le test de la réalité. Voilà. Être sur le terrain, directement. Ouais, plutôt que d'être dans les livres, dans la théorie. Ben en fait, c'est bien les deux. Bon, tu m'as cadré en disant que l'interview devait durer 1 heure, donc je vais essayer d'être synthétique et puis de pas trop partir en digression. Mais il y a une loi fondamentale de l'univers qui parle d'équilibre. Ça tente à prouver, ça tenterait à dire que une des lois ou un truc qui est juste, voilà, un truc qui est juste et qui va bien et qui apporte du confort et qui est juste, ben c'est l'équilibre. Voilà, c'est l'équilibre. Alors comme je dis souvent, soit l'équilibre tu le trouves par le zéro, c'est linéaire, hein, voilà, mais, tu t'imagines la balance de Roberval, elle est pile au milieu, elle est sur le zéro. C'est une forme d'équilibre. Enfin, c'est pas un vrai équilibre parce qu'il ne se passe rien. Sur les 2 plateaux de la balance, on n'a rien mis, donc c'est normal qu'elle soit à zéro. Et l'équilibre, tu vas le trouver comment? Alors, pour avoir un poids sur la balance Roberval, tu vas peser, je ne sais pas, des oranges, puis à côté, tu vas mettre un poids de 500 grammes, et puis tu vas avoir l'équilibre. Et ça te prouve bien que sur un plateau de la balance, il y a 500 grammes en plus, hein, qui poussent vers le bas, et puis l'autre plateau, il a tendance à monter. Et puis on le rééquilibre par un poids de 500 grammes pour faire la contrepartie. Donc en fait, ça prouve que cet équilibre, on peut l'obtenir aussi parce qu'on a du plus 10 et du moins 10. Moi, je parle souvent de la nature, je me sers de la nature. La nature, c'est plus qu'une alliée, c'est notre mère. Hein. Je dis aussi souvent que on n'est pas spermatozoïde et ovule. Avant, on est poussière d'étoile. On n'est même pas poussière de terre, on est poussière d'étoile, devenue poussière de terre, qui est devenue, etc. etc. D'ailleurs, dans notre corps, lorsqu'on est en carence ou en déficit d'oligo-éléments, de sels minéraux, etc., on va prendre des granions, des oligo-éléments, de cuivre, de chrome, d'or, etc., parce qu'on est composé d'eau, mais on est composé de la terre. De la terre. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que la Terre, elle est plus que inspiratrice, c'est notre mère, c'est notre matrice. Et forcément, comme la Terre, elle existe avant nous, puis elle existera après nous, hein, puisque nous, c'est une étincelle, la durée de notre petite vie. Elle nous inspire, elle nous guide, et puis elle nous éduque. Elle nous éduque tout le temps. Moi, sur mon profil LinkedIn, plutôt que de mettre... de manière non exhaustive d'ailleurs, toutes les formations que j'ai pu suivre, j'ai mis un gros package qui s'appelle l'école de la vie. Voilà, donc à l'école de la vie. Et qu'est-ce que nous dit la nature en termes d'équilibre? C'est qu'elle est dans l'équilibre. L'axe de rotation de la Terre n'a jamais bougé d'un iota, même si bon, les pôles ont tendance à s'inverser, etc. Mais il y a un équilibre au niveau des galaxies, au niveau de la Voie lactée, notre Voie lactée. Il y a un équilibre dans les saisons. Même si effectivement on va crever de chaud, comme ça peut être le cas en France cet été où il y a eu la canicule, et que peut-être qu'on aura un hiver rigoureux. Enfin, cet hiver, ça n'a pas l'air d'être parti pour, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'en janvier, février, on aura du moins 10, moins 15, moins 20. Moi, j'ai connu ça dans le nord de la France quand j'étais gamin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ça. Alors, on peut penser qu'on n'est pas dans l'équilibre, mais si on prend les 4 saisons, elles sont parfaitement équilibrées. Voilà. Donc, j'avais dit que je partais en digression. Donc, voilà, l'humain, voilà. Aujourd'hui, l'humain se perd parce qu'on lui coupe ses racines, sa partie enfance, adolescence. On demande d'être des... À la fois, on lui coupe, hein, déjà dès le plus jeune âge, à l'école maternelle, toutes les écoles, le système éducatif, on va dire français, et bien d'autres d'ailleurs, parce que quand j'entends parler de la Corée, du Japon, les émulations, la compétition, les gamins ils se suicident parce qu'on leur met en tête qu'il faut être les premiers. On confond leader et premier. Un leader, c'est quelqu'un qui est peut-être le premier, c'est le leader, mais il est là pour inspirer. En fait, il n'y a pas une notion
de compétitivité, de compétition. Je suis leader, donc le chef, hein, au haut de la pyramide, et puis en dessous, c'est mes esclaves. Non, un leader, c'est quelqu'un qui... c'est un maître à penser pour qu'un jour, d'ailleurs, l'élève dépasse le maître. Oui, oui. C'est ça, un leader. Bon, bref. Donc l'éducation, elle est ce qu'elle est. Bon, on va pas après partir en... C'est un vaste débat. Mais en tout cas, on fait rentrer les enfants, dès le plus jeune âge, dans des moules et dans des croyances qui sont la compétition, la compétitivité. Moi, quand j'entends la politique, les rares fois où je dépense un peu de temps à regarder les discours politiques, on parle de consommation. Voilà. Et il faut relancer la consommation pour que les choses aillent mieux. Il y aura moins de chômage, il y aura plus de plein emploi ou d'emploi, consommation. Bon, je respecte tous les points de vue, mais je pense qu'il faut apprendre à consommer pas plus. Pas plus, autrement. Mais autrement, intelligemment et surtout en conscience. Ouais. Je dis souvent, d'ailleurs, s'il fallait synthétiser cette interview, parce que, bon, on l'aura compris, ou les gens le comprendront, je suis plus d'un naturel, on va dire, cerveau droit que cerveau gauche. Donc plus sur l'intuition que plutôt sur le mental, l'analyse. Ouais, je vais faire du cerveau gauche. Et si tu avais eu que 2 minutes à m'accorder pour synthétiser qui je suis, ce que je pense, etc., je dirais, il n'y a rien de très important sur Terre. Voilà. Tu disais à Rémi Tremblay, il faut savoir jouer, ici et maintenant, pas perdre de temps. Bien sûr, évidemment. Et donc tout ça, la vie c'est un jeu, c'est hyper sérieux, éminemment sérieux. Si je suis pilote d'un Airbus A380, je vais être hyper sérieux. Ouais. Je veux dire, j'ai 200, 300, 400, 600 vies en jeu, je vais pas faire n'importe quoi. Mon job c'est de piloter un avion, décoller d'un point A, d'arriver à un point B, et que mes passagers soient dans le confort et puis dans la sécurité, et qu'ils arrivent à bon port. Je vais être hyper sérieux, je suis pas là pour jouer, je suis là pour les amener à bon port en toute sécurité. On est très sérieux. Inversement, j'imagine d'ailleurs que dans le cockpit, pendant 6 heures, 7 heures, 9 heures, 10 heures de vol, entre le pilote et le copilote, j'ose espérer pour eux qu'ils se racontent des histoires, ils se marrent, ils vivent, quoi, ils n'arrêtent pas de vivre et qu'ils sont joyeux. Et on peut piloter un avion donc en étant sérieux, professionnel, sécure, et en étant joyeux. Hein, c'est pas à toi que je vais le dire, d'ailleurs, joyeux pilote de... Hein, voilà. Bref, tout ça pour dire que il n'y a rien de très important sur Terre, et que s'il fallait résumer le fond de ma pensée, pour parler un petit peu de ma mission, vision, valeur personnelle, de ma vie professionnelle et personnelle, je dis souvent, ce qui est important dans la vie, à la limite, c'est pas ce qu'on dit, c'est même pas ce qu'on ne dit pas. Parce que des fois, il y a plus d'importance à pas dire certaines choses, il y a des silences qui sont plus évocateurs que des longs discours. C'est pas... Voilà, l'important, c'est pas ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, ce qu'on fait pas. C'est vrai qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, hein, mais c'est surtout ne pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Oui. Hein, c'est comme la vulgarité. Il y a des mots, des personnes qui sont très vulgaires, et puis il y a des personnes qui ont un langage soutenu, et lorsque c'est au bon moment, dans le bon contexte, ou, voilà, dans le bon environnement, un mot très familier, voire un gros mot, ça passe. C'est pas vulgaire du tout. Voilà. C'est donc... L'important, c'est pas ce qu'on fait pas, ce qu'on dit pas. C'est quoi que l'on fasse, quoi qu'on dise, c'est qu'on fasse les choses en conscience. Ouais. Voilà. C'est de faire les choses en conscience. J'interroge de plus en plus, on va dire, mes contemporains. Je les interroge parce que j'ai une grande qualité d'observation. J'adore tellement les gens. J'ai tellement envie aussi d'être aimé. J'ai beaucoup travaillé sur cette quête et sur le besoin d'aimer les autres, d'être un gentil garçon pour les autres. Et en fait, je me suis aperçu que j'étais pas un gentil garçon. J'avais un ego démultiplié. Hein. On y reviendra peut-être là-dessus. J'ai une copine qui me taquinait souvent. Elle me dit « Ah oui, toi et ton ego ». Et puis un jour, elle me dit « Toi et tes 3 égos ». Et j'ai commencé à les compter. Et je pense que j'ai dépassé la barre des 100, non pas égos, mais des 100 personnages qui composent mon ego. Voilà. Ouais, donc, ce qui est important, c'est de faire les choses en conscience. Et donc, je disais, oui, j'ai cette qualité, ce talent, c'est d'être très observateur. Moi, les gens ne le savent pas, maintenant ils vont le savoir. Donc, les gens vont peut-être maintenant avoir peur de me rencontrer.
c'est vrai que j'ai cette faculté, cette capacité, ce talent, ce don, c'est que des mots, peu importe, de scanner les gens. Je les scanne, mais je les mets tout nus. Ouais. Voilà. Il viendrait, il ferait un striptease devant moi, ça ne serait pas plus pertinent, parce que ça se limiterait au corps. Moi, ils peuvent rester habillés, ils peuvent mettre 3 polaires, et puis voilà, des passe-montailles, etc. Quand j'ai une personne devant moi, je la radiographie, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai pas envie de mettre des mots, d'évoquer des théories. Il y a une connexion énergétique. Voilà, je pourrais te parler de chakras, je pourrais parler d'énergie, je pourrais parler de corps éthérique, d'astral, de machin. J'ai pas envie de tout ça, il y a plein de bouquins, chacun lit ce qu'il veut et chacun pense ce qu'il en veut, en déduit ce qu'il en veut et répond à ses propres questions. Mais on va dire que c'est de cet ordre-là. Je suis en connexion avec la personne, c'est une forme d'empathie, c'est une forme de connexion. Peut-être parce que aussi on n'est pas si séparés que ça, tout simplement. Voilà, on est séparés dans des corps, bien indépendants, comme je dis souvent, avec des personnes qui me parlent d'amour, et cet amour qui pour moi en fait, 1000 amours, 1000 formes d'amour, 1000 définitions d'amour. Je pense que ces personnes me font la confusion entre amour et fusion, la confusion. Voilà, en 2 mots. Donc oui, on peut être vulgaire. La fusion, c'est peut-être con, effectivement, parce que ça fait prendre des vessies pour des lanternes et croire que la fusion, c'est l'amour. C'est pas de l'amour. Ça aussi, ça reste débat, on pourrait en parler pendant des heures. Mais je dis souvent, un homme qui aime très 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 fort sa femme, qui est fou d'elle ou inversement, j'ai jamais vu un mari faire du bouche à bouche à sa femme, sauf pour la réanimer si elle est tombée dans la piscine, mais on respire tous en totale autonomie et on est tous dans notre corps et on ne respire pas pour l'autre. Voilà, donc on est tous indépendants, incarnés dans des corps, voilà, avec des côtés très chouettes de ce séparatisme, et puis des côtés pas chouettes du tout, ce qui mène à l'individualité, l'individualisme, l'égoïsme, voilà, le chacun pour soi, parce qu'on oublie aussi que la réalité n'existe pas. Moi, j'ai un de mes formateurs qui me disait la réalité n'existe pas. C'est la capacité à intégrer et à construire sa réalité. 1000 personnes, 1000 réalités. Voilà. Là, on voit 2 chaises différentes, on est assis sur 2 chaises différentes. On n'est pas dans la même réalité, on dit. Oui, disons que ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que, bon, déjà, quid de la réalité? Mais si tant est qu'il y ait une réalité, on va dire cette table. Bon. Alors on va dire que cette table, c'est une réalité, on va dire, structurellement, elle est dans la matérialité, on peut parler d'atomes, on peut parler de matière. Et on parle de matière, effectivement. Sauf que nous, individus, dans notre corps individuel, on va percevoir cette table avec nos capteurs, nos 5 sens. Donc nos yeux, ça c'est une des choses qu'on utilise pour voir. Comme cette table est en bois, si elle avait été fraîchement coupée, pas étuvée et compagnie, il y aurait peut-être les essences qui se dégagent, donc on sentirait la table, etc. Bref, donc tous nos capteurs. Mais comme un capteur, vous avez une caméra qui a une certaine sensibilité, il y a des caméras qui sont capables de filmer la nuit sans éclairage, des caméras infrarouges, des caméras thermiques, etc. Eh bien on a des yeux, même si on est tous les deux des êtres humains avec 2 bras, 2 jambes, des yeux, etc. Déjà, tes capteurs sont étalonnés d'une certaine façon, ils ont une capacité qui leur sont propres, une sensibilité qui leur sont propres, voire pour moi des pathologies oculaires, donc je vois peut-être moins bien qu'un autre, ou un autre va être daltonien. Donc déjà, il y a le capteur. Quid du capteur? Donc si tant est qu'on était tous étalonnés de la même façon, et qu'on avait tous les mêmes capteurs, et qu'on nous mettait des yeux bio-ioniques, et donc ils sont tous étalonnés avec une capacité, une sensibilité, etc. Oui, mais ça ne s'arrête pas là. Après, l'information qu'on transmet au cerveau, c'est ce qui va faire aussi toute la différence. Parce que là, le cerveau, c'est une merveille des merveilles, mais je veux dire, il y a tout. Il y a les étalonnages, il y a l'éducation, il y a les filtres. C'est un peu encore comme une caméra. Est-ce qu'on va mettre un filtre, comme certaines scènes qui sont tournées en plein jour, mais comme on veut pas faire croire qu'elles sont tournées la nuit, on met un filtre noir. Voilà. Mais nous, on a nos filtres limbiques, on a nos distorsions cognitives, voilà. Tout ça fait que, entre la réalité, qui est une table, mais si on prend l'exemple d'un chien, d'un berger allemand, qui est tranquillement assis sur un sentier de forêt. Et tu as 2 hommes qui sortent du restaurant un dimanche après-midi, tranquillou, pour faire une balade digestive, et ils marchent tranquillement dans le chemin. Et ils arrivent et ils aperçoivent le berger allemand qui est assis.
On peut parier que sur les deux hommes, il y en a un qui il ne va même pas le remarquer. Il ne va même pas le remarquer. Il va tranquillement marcher, continuer à discuter avec son pote, et puis arriver à la hauteur du chien, à la limite, il va même passer à côté, ou il va lui faire une petite caresse, bonjour mon loulou, etc. Il n'aura même pas non plus remarqué que son pote il sera derrière, à 50 mètres, tétanisé, et il ne bougera plus, parce qu'il aura peur du chien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait mordre quand il était petit, il s'en souvient. Il s'est fait mordre quand il était petit, et il s'en souvient pas consciemment. Il s'est absolument pas fait mordre, mais peut-être qu'un grand-père a été mordu. Bon, bref, un film à la télé. Peu importe, parce que là, il faudrait des heures pour expliquer tous les mécanismes cognitivo-comportementaux de l'individu. Quoi qu'il en soit, dans la représentation de la réalité, pour le premier, le chien ne représente rien du tout, ou un chien, s'il l'a remarqué, point barre, berger allemand. Pour l'autre, c'est un danger. Ça prouve bien qu'une même réalité, le chien, très matérialisé dans sa structure de chien, dans ses poils, il va générer deux réalités différentes. C'est en ce sens que la réalité n'existe pas. On la construit. Voilà. Donc je reviens à ce qu'on disait juste avant, j'ai un peu oublié, tu vas me recadrer. En fait, moi j'ai une question qui me vient là. En entreprise, on est tous différents, donc voilà, chacun a son passé, à son expérience, et comment on peut donner envie à chacun de nos collaborateurs, comment un leader, comment un dirigeant peut donner envie à un salarié, à un collaborateur d'avoir envie de faire quelque chose. Parce que si on a tous un passé différent, une réalité différente, voilà, il faut que le dirigeant, le leader amène tous ses salariés à faire la tâche qui lui convienne. Oula, alors là c'est pas une question que tu me poses, c'est 20, 30, 50 questions en une. Et si on aborde le thème de la motivation, là aussi, c'est pas une heure qu'il nous faut, c'est des heures et des heures et des jours de formation. Moi, j'ai proposé des cursus de formation, c'est une fois par semaine, et ça dure une année, hein, c'est très très long. Moi, ça me fait plaisir que tu me poses cette question, alors je savais que tu allais me la poser, parce qu'on avait préparé l'interview, et je t'aurais peut-être pas dit ça tout de suite d'emblée, si j'étais pas retombé sur un article sur Internet. D'ailleurs, je l'ai relayé. Non, je ne l'ai pas relayé celui-là. J'ai relayé un qui parlait du succès, les 10 comportements des personnes à succès, qui arrivent au succès. Et j'ai lu un article qui parlait de la motivation, très très bien fait. Je pense que je vais le relayer à nouveau, sauf que celui-là, en général, j'essaie d'être très très soft. En tant que créateur de possible, j'essaie vraiment d'être une force de proposition. C'est un leitmotiv qui m'a été vraiment enseigné par un de mes pères, qui est dans le coaching, dans le mentoring c'est un peu différent, mais dans le coaching, dans l'accompagnement, dans la relation d'aide, d'être vraiment une force de proposition, en respectant que l'autre soit une force de disposition. On n'est rien de plus, rien de moins que l'autre. Là pour le coup, on est vraiment... ce qui était d'ailleurs sympa en France, hein, liberté, égalité, fraternité, c'était des vœux pieux ou des pieux vœux. Bref, ça a été cloué un peu au pilori depuis. Non, l'idée de base était intéressante, l'égalité et la fraternité. En tout cas, l'égalité, dans ce monde de mammifères conscients, parce que souvent j'explique toujours grâce à la nature, lorsqu'on me dit « Ah mais c'est horrible », etc. Je dis « Oui, effectivement, c'est horrible, le lion qui bouffe une gazelle. Ah oui, mais on dit « Non, mais ça, oui, mais là c'est normal, et puis c'est pour manger. » Du point de vue de la gazelle, je ne suis pas convaincu qu'elle soit très contente d'être inférieure dans le rapport de force et d'être en permanence à avoir les pétoches de se faire bouffer par un lion et d'être au niveau de la chaîne des prédateurs, pas au sommet. Hein, je ne pense pas que les gazelles soient très contentes si elles avaient un niveau de conscience, sinon je pense qu'elles en ont un, parce que j'affirme même là haut et fort, au risque qu'on prenne pour un barge, que même une salade a une conscience, même une plante. Moi j'ai des plantes, je joue une petite parenthèse, j'ai fait des expériences, je pense qu'on la voit. J'ai une autre plante qui est là hors cadre. Je me suis amusé à parler à mes plantes. Voilà. Plus, comme je suis tout seul, ça m'arrange, personne ne m'a pris pour un fou. J'ai parlé à mes plantes, je les ai même touchées, même presque, on va dire, caressées. Et comme elle fait des petites fleurs, à chaque fois qu'elle fait des petits bourgeons de fleurs, je caresse la fleur, et dans le sens évidemment de l'énergie qui pousse, hein, puisque je regarde la plante, elle ne pousse pas vers le bas, elle pousse vers le haut, et puis elle pousse vers la lumière. Donc quand je la stimule, quand je caresse ma plante vers le haut. Et j'ai fait l'expérience, déjà j'ai fait l'expérience de ne pas toucher à ma plante. Elle grandissait un petit peu, et on va dire, coup de bol, c'était le printemps, montée de la sève, on va dire, elle poussait toute seule.
Puis je me suis mis à expérimenter ça, et là j'ai vu mais qu'en même pas une semaine, même en 2-3 jours, les nouvelles feuilles poussaient d'une manière fabuleuse. Et puis, je ne me suis pas trop rendu compte plus que ça. C'est en septembre, dernièrement, où là, je voyais que ma plante poussait moins. Et comme je suis très très cartésien de base quand même en formation, j'ai vraiment une moitié de mon cerveau qui est cartésien, Saint Thomas, je crois ce que je vois, moi comme je dis souvent, le gourou qui me gouroutisera, je ne suis pas gouroutisable par n'importe quel gourou et même par aucun gourou. Voilà, parce que j'ai ce côté aussi quand même très, très cartésien, très scientifique, la preuve, l'expérimentation. Voilà. Et donc, j'ai dit, bah oui, c'est normal, on est en septembre, c'est l'automne, les descentes de la sève, donc c'est normal qu'elle ne pousse plus aussi bien qu'au printemps. Vite, ouais. Puis là, il y a ma petite voix intérieure, parce que peut-être que je souffre de schizophrénie, je ne l'aperçois pas, ou c'est un de mes nombreux personnages, j'en ai compté 100 dans mon ego, qui compose mon ego. Je dis, mais non, t'as pas remarqué un truc? T'es parti en vacances, et quand t'es parti en vacances et quand t'es revenu, t'as perdu l'habitude de parler à tes plantes, de dire quand t'arrives « bonjour les filles ». Oui, les filles, c'est pas péjoratif, il n'y a pas de misogynie, c'est une plante, donc c'est féminin. Donc je dis les filles, on aurait dit un plante, j'aurais dit « bonjour les garçons ». Et en fait, je ne parle plus à mes plantes, je ne les touche plus, je ne faisais plus rien. Et donc ma plante ne poussait plus. Et première réaction, c'est l'automne. Et non, que nenni, comme dirait je ne sais plus qui, que nenni, je me suis remis à parler à mes plantes, à les toucher, à les caresser, etc. Et même qu'on soit en automne et on va dire en sève et en énergie descendante, eh ben mes plantes repoussent. Voilà. Donc c'est une théorie que je propose et que j'avance, on en avait déjà parlé, dans des grands discours entre être végétarien, végétalien, ne plus tuer les animaux, manger les plantes, etc. Et un type me disait, mais attendez, quand vous coupez la salade, du point de vue de la salade, elle n'est pas spécialement contente, hein, vous la tuez. Hein. D'ailleurs, les salades, quand on les retourne, moi quand je les choisis dans les magasins, je la retourne et je regarde si le cœur, enfin la partie qui a été coupée, elle n'est pas trop noire. Si elle est noire, ça veut dire qu'elle a été coupée depuis longtemps. Même maintenant, s'il y a des petits malins dans les rayons des trucs, tous les jours, ils coupent un petit peu le cul de la salade, comme ça, et elle paraît vigoureuse. Bon, bref. En tout cas, c'est de la vie, en tout cas, c'est de l'énergie, et je pense qu'il y a de la conscience. Et donc, je reviens à cette notion de conscience. Oui, je me perds un peu, parce que je voulais parler tout à l'heure de ce qui était important, c'est la motivation. Ouais. Oui, alors, j'ai vu donc cet article qui parlait de la motivation. Et là, oui, je vais faire quelques commentaires. Oui, je disais, j'ai tendance à être force de proposition. Plutôt que d'être une force de proposition, de respecter que les autres soient des forces de disposition. Et en général, quand j'ai des posts, ils sont toujours ouverts. Moi, je m'amuse de lire les commentaires, je ne peux pas toujours tous les lire, mais il y a plein de personnes qui vont de leurs commentaires, c'est touchant. Et là, c'est là qu'on sent leur sensibilité, leur émotivité, leur ego, leur susceptibilité, etc. Du sens qu'ils ont envie de mettre dans les choses, alors que moi, je fais vraiment des questions, des questionnements, des citations, en général ouvertes. Et en général, on peut les interpréter de deux façons. On peut les interpréter comme le Tao, de manière yin, de manière yang, de manière négative, de manière positive. Quand j'ai relayé sur les 10 clés du succès, je suis resté très sobre. Alors évidemment, bon, l'article était assez connoté succès, mais je ne me suis pas permis de faire de commentaires du style oui, mais attendez, posons-nous la question de la réussite. La réussite, c'est quoi? C'est totalement différent entre réussir dans sa vie et réussir sa vie, etc. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. À chaque fois, c'est des lettres ouvertes, c'est des interrogations pour que les gens prennent conscience d'eux-mêmes. Voilà, moi, j'adore être un révélateur, un éveilleur de conscience, et les gens, après, ils font ce qu'ils veulent. Donc, en revenant à cette fameuse motivation, à ce fameux article, je reviendrai dessus quand je le publierai ou quand je le relayerai. Donc sur LinkedIn. Ouais, j'utilise beaucoup LinkedIn, comme dit LinkedIn. Tu le prononces mieux que moi. Hein. Là, je pense que j'y mettrai un petit peu des annotations des créateurs de possibles, de Philippe Rosenblum. Je reviendrai sur les créateurs de possibles tout à l'heure, si ça t'intéresse. Et j'y mettrai quelques bémols. Parce que cet article est très bien fait, il parle de tous les barres de levier, de tous les outils. Alors c'est pas péjoratif, outils. Hein. Moi, il y a des personnes qui disent « Ah, attends,
attendez, vous travaillez sur l'humain, vous nous parlez de richesse, vous nous parlez de relations humaines, de ressources humaines, même de richesse humaine, donc on sent beaucoup d'humanité, d'empathie dans votre discours, puis après vous nous parlez d'outils. Ben, oui, c'est pas péjoratif. Un menuisier, quelqu'un qui travaille, il a besoin d'outils. Et lorsque je parle de marteau, de tournevis, de chalumeau, de compas, de règles, que sais-je, c'est pas des insultes, c'est des outils et c'est utile. Donc on a beau être des êtres humains et chercher à l'humanisation à tout prix, la spiritualité à tout prix, il n'y a pas besoin de faire cette dichotomie, d'un côté ce qui est beau, pur et noble, et puis ce qui est vert, caca, des outils. Non, c'est un outil comme ça. Voilà. Donc cet article parle des outils intéressants du comment motiver ses collaborateurs, voilà, les bras de levier à de la motivation, et il est très très bien fait. Sauf que, ce qui n'est pas pris en compte, et j'ai envie de dire, loin d'avoir tout lu, tout vu, loin s'en faut, toute la littérature sur comment motiver les gens, les humains, ses enfants, ses collaborateurs sur Terre, hein, j'ai pas lu tout ce qui existe là-dessus. J'ai envie de dire, j'ai fait un petit peu un panel, et tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai entendu, les discours, j'ai très peu entendu ce qu'un de mes formateurs m'a enseigné, à travers la motivation et à travers les cerveaux. Je dis bien les cerveaux, alors je ne vais pas vous faire un cours sur les cerveaux. Ceux qui savent, ils vont comprendre ce que je dis. Ceux qui ne savent pas, je vous prie de m'en excuser, vous irez sur Internet faire des recherches. Mais grosso modo, on a un cerveau, ça tout le monde le sait. Ce qu'on sait un peu moins, bon, mais quand même aujourd'hui on le sait qu'il y a deux hémisphères, le droit et le gauche, ça déjà sur un plan physique on le savait, qu'il y a un corps calleux entre les deux qui relie les deux. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, si ça t'intéresse tout à l'heure, tu me le rappelleras. Pourquoi les hommes ont le sens de l'orientation plus développé que les femmes. Là, on va rester sur les deux cerveaux. Et inversement, pourquoi les femmes savent faire plusieurs choses en même temps, ce que les hommes ont du mal à faire. S'ils sont en train de bricoler, que leur femme vient leur parler, ils disent « Attends chérie, tu vois pas, je travaille, je peux pas travailler, couper du bois et écouter ce que tu me demandes, est-ce que je veux manger ce midi, je sais pas, je coupe ma planche. » Voilà, c'est autre chose. Donc les deux cerveaux, il faut aussi, maintenant on le sait évidemment depuis belle lurette qu'on a trois cerveaux. Le cerveau originel qui vient du mammifère, en fait, qui vient même du reptile. C'est pour ça qu'on l'appelle le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cerveau cortical. Ça, j'ai envie de dire, aujourd'hui, tout le monde en a plus ou moins entendu parler. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus, donc ils ont fait des études poussées. Il y a Nederman, lui, qui a mis en évidence, oui, je crois que c'est lui, Nederman, il a appelé ça les préférences cérébrales, oui, c'est ça. Et en fait, il a modélisé, alors attends, parce que moi, pour moi, c'est tellement intégré que j'ai un peu oublié mes cours, tu vois, la théorie, entre Roger Sperry, MacLean, etc. Il y en a un, si tu veux, qui a mis en évidence le rôle dans les comportements humains des cerveaux, enfin l'interrelation entre notre cerveau, nos cerveaux et nos comportements, entre le limbique et le cortical. Et puis comme on a un hémisphère droit et un hémisphère gauche, oui, c'est Nederman, donc les préférences cérébrales, il a couplé les quatre, et il en a fait 4 cerveaux, c'est-à-dire le limbique droit et le limbique gauche, et le cortical droit et le cortical gauche. Voilà. Donc je referme la parenthèse sur les cerveaux. Mais ce que j'ai découvert quand j'ai été formé il y a très très longtemps par ce monsieur, c'est que, on va dire, il a déterminé, il y en a plein qui ont déterminé ça, il y a deux typologies, ce que j'ai appelé tout à l'heure le cerveau droit, le cerveau gauche, où je m'auto taquiner, voilà, en disant, on l'aura compris que je suis par essence, par nature, plutôt un cerveau droit, parce que j'aime parler, je parle beaucoup, je fais beaucoup de phrases et des phrases très très longues. Voilà. Inversement, quand j'étais commercial, et ça aurait été bien que je sache ça au début, ça m'aurait évité ou ça m'aurait permis, là c'est un métaprogramme, durée, intensité, temps, vers et vite, mais ça m'aurait permis d'atteindre des objectifs où je ne détectais pas, par exemple, quand j'avais un interlocuteur qui était un cerveau gauche, que c'était un cerveau gauche, et je ne percutais pas, que je le fatiguais, parce qu'il me posait une question, il attendait une réponse claire, nette, précise, en une seule phrase composée de 3 mots, et moi j'étais dans le plaisir de l'échange et de l'action commerciale, et ça durait une demi-heure, et en fait il me disait j'ai plus le temps, et puis voilà, c'était terminé. Alors que maintenant, je pose un cadre, déjà je questionne, je pose un cadre, je scanne la personne, si c'est un cerveau gauche, je sais qu'il faut faire très très court, et utiliser ce qu'un de mes amis qui lui est très très gauche,
qui un jour, lorsque je dis « mais tu n'aimes pas parler », il me dit « mais ça ne veut rien dire, j'ai aucun plaisir à parler ». Et pour moi, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à concevoir qu'un être humain ne puisse pas avoir plaisir à discuter. Mais lui, il n'en a pas. C'est même pas qu'il n'en a pas, il ne sait même pas ce que ça veut dire avoir du plaisir à parler. Et c'est vraiment par excellence un cerveau gauche, et c'est aussi très très intéressant, parce que chaque ressource a ses avantages et ses inconvénients. J'ai surtout pas envie de dire qualité-défaut, hein, surtout pas. Même avantages, inconvénients, etc., on va dire des résultats productifs ou contre-productifs. Hein, pour moi, c'est plutôt juste de dire ça. Et en ce qui le concerne, il a une capacité à modéliser fabuleuse. Et effectivement, c'est quelqu'un qui, lorsque moi je vais faire 50 phrases, n'en fait que 10. Et lorsque je vais avoir 50 mots au sein d'une même phrase, lui, il en a 3. Sujet, verbe, complément, et tout est dit. Voilà. Alors, de mon point de vue, ou des gens qui sont très cerveau droit comme moi, on a tendance à cataloguer avec nos filtres limbiques, avec toutes nos distorsions, que c'est quelqu'un de très froid, qui n'a pas d'empathie, pas de compassion, pas d'humanité, pas de chaleur humaine, il est froid, robot, etc. Puis quand le jour où j'ai su que sa formation était informaticien, un ingénieur, etc., c'est normal, c'est robot. En fait, c'est pas du tout ça. Voilà. Et inversement, les cerveaux gauches, de leur point de vue, lorsqu'ils tombent sur des gens cerveau droit qui ne savent faire que du cerveau droit, et voilà, on les fatigue. On les fatigue, on perd du temps, on n'est pas loin d'être catalogué comme paresseux, parce qu'on perd du temps, et qu'on perd du temps, et c'est typiquement la machine à café, ceux qui, au lieu de prendre une pause de 10 minutes, prennent une pause d'une demi-heure. Voilà. Donc du coup, en tant que dirigeant, manager, on doit prendre en compte le fait que telle personne est cerveau gauche ou cerveau droit. Alors si on veut faire de la qualité, voilà. C'est-à-dire qu'il y a quantité, il y a qualité. Tu le sais bien, on est régi par des lois de l'univers, et on est régi par toutes ces lois de l'univers qui s'interrégissent les unes des autres, donc on n'échappe pas à la règle. On l'utilise d'ailleurs dans le langage inconscient, on parle souvent d'une médaille, chaque médaille a son revers. Oui, chaque médaille a son revers. Des fois, le revers n'est pas inintéressant non plus. Hein. Ça veut donc dire que s'il y a la quantité, il n'y aura peut-être pas la qualité. S'il y a la qualité, on a du mal à faire la quantité. Je pense que les deux sont compatibles, mais bon, ça s'inscrit dans des démarches à plus long terme, etc., etc. Et effectivement, ta question est intéressante, ça me permet de recentrer mes réponses par rapport à cet article qui parle de motivation, qui parle des outils de la motivation, et c'est super intéressant, mais d'une manière trop généraliste. C'est-à-dire que tout ce qui est dit dans cet article-là est pertinent, juste, ça fonctionne, c'est efficace et productif, et on est vraiment dans les outils de la motivation. Mais là, l'auteur, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme, donc peu importe, c'est pas important, là où il ou elle se trompe, où il n'est pas informé, donc il n'a pas d'information, et c'est ce que je commençais à dire, je vois très rarement cette prise en compte-là, elle est vraiment novatrice, alors que moi, mon formateur, il m'en a parlé il y a déjà plus de 20 ans, c'est de prendre en compte la motivation de nos collaborateurs, de nos collègues, de nos amis, voilà, peu importe. Tout le monde, notre entourage, voilà. En prenant compte de plein de choses. Alors, je rouvre une autre parenthèse, on l'avait vu avec la PNL. Ouais. Ceux qui ont fait de la PNL ont entendu parler des canaux de communication. Bon, c'est un auditif ou un visuel. Alors, pour être très synthétique, pour ceux qui ne connaissent pas ça, il y a de fortes à parier que lorsque quelqu'un vous dit « Tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire ?» D'ailleurs, je lui réponds « Non, je ne vois pas ce que tu veux dire, mais j'entends ce que tu veux me dire. » Et il y a beaucoup de personnes qui, vous expliquant quelque chose, te dit tu vois ce que je veux te dire. Alors, en plus, s'il fait ça, tu vois ce que je veux te dire, donc là, tu peux savoir que c'est un kinesthésique, un tactile, mais s'il dit tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est à quasiment 100%, c'est que son canal de prédilection, c'est le visuel. C'est le visuel. Voilà. Et c'est hyper important de savoir ça. Moi, quand j'étais gamin, mon père ne le savait pas, et les rares fois où je pouvais avoir une conversation avec lui et que je lui parlais, en plus, il prenait un malin plaisir, mais je pense que c'était inconscient. Il sortait de la pièce, il allait dans la pièce à côté, où entre la cuisine et le salon, il y avait un petit mur qui séparait. Donc il m'entendait parfaitement, le son était diffusé entre les deux pièces, mais il partait et il continuait à discuter. Et il revenait, et puis moi j'étais dépité, je disais mais papa, je te parle, et tu pars, et tu m'écoutes plus.
Et il me disait, mais j'ai pas... si, je t'écoute, j'ai pas besoin de mes yeux pour t'écouter. Parce qu'effectivement, moi je savais faire que du visuel, et moi je suis dans le visuel, et lui c'était un auditif. Et c'était catastrophique, moi je me suis jamais senti écouté par mon père. Parce que mon père, en fait, il m'écoutait, mais il ne me regardait pas. Enfin, m'écouter, c'est encore autre chose que écouter... Autre sujet. Donc je reviens sur le cerveau droit, cerveau gauche. Oui, je parlais de PNL, visuel, etc. De la même façon, dans la motivation, quand tu veux motiver quelqu'un, d'ailleurs, que tu veuilles motiver quelqu'un ou que tu veuilles faire autre chose avec quelqu'un, tout passe par la communication. Oui. Voilà. Elle est plutôt verbale, en premier lieu, elle peut être non-verbale, mais donc les mots sont importants. Le choix des mots, le choix de la communication est important. Parce qu'effectivement, en fonction de ton interlocuteur, c'est intéressant de savoir, de connaître déjà toutes ces théories, tous ces principes, mais qui fonctionnent, donc c'est un peu plus que des théories, c'est des outils ou c'est des règles, voilà, on va dire des règles. Comme un feu rouge, on sait qu'on s'arrête au rouge et on passe au vert, donc il y a des règles, c'est comme ça que ça fonctionne, ou que cela fonctionne le mieux. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas dans les autres cas, mais ça fonctionne moins bien. On voit bien entre les hommes et les femmes, le livre fabuleux qui a rencontré un succès fou de John Gray, Mars et Vénus, ou repris par mon ami Paul Levendre, les hommes viennent de Mars, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, où il a mis en scène le livre de John Gray. Mais c'est encore plus parlant, pourquoi ? Parce que là, on n'est pas que sur un bouquin avec des écrits qu'on lit, on voit des scènes qui sont jouées, et les gens ils sont emportés, ils se marrent, et puis ils donnent des coups de coude, la femme un coup de coude au mari, « Ah, t'as vu qu'il a raison, etc. » Parce qu'en plus, on voit la scène, et on voit les différences entre les hommes et les femmes. Mais bien sûr qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, mais entre deux hommes ou deux femmes, il y a des différences, parce que s'il y en a un qui communique en utilisant le canal visuel et que l'autre il est en communication du canal auditif, et il n'y a rien de pire, par exemple, quand il y a deux personnes qui parlent, peu importe du tout le type de rapport, est-ce qu'il y a un rapport hiérarchique, d'ascendance ou pas, etc. Mais imagine que tu parles à quelqu'un, tu lui poses une question, c'est important la question, tu attends sa réponse, tu n'es pas là pour faire un monologue. Tu attends qu'il te réponde, bref, tu attends qu'il y ait une relation de qualité. Tu lui parles, et pendant que tu es en train de lui parler, l'interlocuteur en face, il est là, bon là pour le coup je ne l'ai pas, il est en train de pianoter, comme ça se fait de plus en plus, sur son smartphone, il envoie un SMS, et là en plus c'est une femme, donc elle sait faire plusieurs choses en même temps, et en plus c'est une auditive, donc elle écoute la personne pendant qu'elle regarde son smartphone, et effectivement elle entend parfaitement la question posée par son interlocuteur, et elle va être même capable de lui répondre après avoir posé son smartphone, ou même en continuant d'envoyer un message. Si la personne en face, son fils, son mari, son collaborateur, mais on va dire avec hiérarchiquement moins un, il est en face, mais il est dépité. Oui. Tu m'écoutes pas ? Tu ne m'écoutes pas. Un, tu ne m'écoutes pas. Deux, t'en as rien à foutre de ma question. J'utilise le mot foutre, hein. C'est pas poli, mais voilà, on ne coupera pas au montage. T'en as rien à faire de ma question. C'est pas important du tout. Et trois, pire que tout, j'ai moins de valeur. Alors, si, on va dire, le filtre limbique n'est pas très important, c'est je suis moins prioritaire que ton smartphone. Si le filtre, alors la distorsion est importante, c'est j'ai moins de valeur, c'est pire que de l'importance, c'est de la valeur, voire les deux cumulés, j'ai moins d'importance et moins de valeur que ton smartphone. Ton smartphone qui est un objet, un outil, une machine. Moi je suis humain avec un cœur, une conscience, de l'amour, et je compte pour de la merde, excusez-moi du deuxième terme, mais c'est ça, quoi. C'est exactement ça. Et c'est le message qu'on lui donne. Donc tu vois, par exemple, on parle de motivation. Tu peux être un super manager qui a fait Harvard, qui a fait des tas de choses, qui est rentré en France, puis qui s'est aperçu, bon, c'est bien Harvard, c'est comme HEC, excusez-moi tous ceux qui ont fait HEC, je vais me faire des dizaines de milliers d'ennemis, là. D'un coup, ben non, HEC c'est bien, mais on a compris que c'est des bases, et puis c'est un outil, et puis c'est une technique, et c'est une école, hein, c'est comme parler anglais ou javanais, ça peut être utile, sauf que lorsque tu es largué sur une île déserte, que tu aies fait HEC, Sciences Po... Et donc cette personne-là qui vient de Harvard... Merci. Oui, et ben, si cette personne-là qui vient de Harvard, elle fait des tas de formations, elle se forme au management et à la motivation, et qu'elle a des outils, des techniques, etc., mais qu'elle ne comprend pas comment fonctionne la relation humaine, et ça c'est pas nouveau, ça depuis la nuit des temps, et c'est enseigné... c'est pas enseigné à l'école, ça devrait l'être d'ailleurs,
eh bien, elle va se planter. Oui, oui. Elle va se planter. Elle a fait une formation avec voilà, un super coach ou un super formateur à la motivation. Et puis, dans la motivation, dans le cursus de formation, on a oublié de parler de la relation humaine, de la communication. Et elle utilise des outils de motivation, hein, un peu comme une machine, une grue, machin. Voilà, c'est un peu comme on est en train de conduire une grue avec le joystick. On a des outils alors très, très performants. On soulève à la main, on ne saura pas soulever 10 tonnes, mais là, du bout de la main, relié par le bras mécanique, les vérins et tout, on soulève une charge de 10 tonnes. Mais on ne fait même pas attention sur quoi on roule et on est en train d'écraser des œufs. Mais là, c'est pire que tout. On écrase une personne. Et une personne qu'on veut motiver, mais de par notre... Alors, on sait, on a la compétence, on est dans le management, donc on passe le savoir, on motive, quelque part on manipule, hein, soyons clairs aussi, la personne, et puis on n'a même pas conscience que nous-mêmes, on n'est pas d'équerre, parce que dans notre comportement, dans notre attitude, dans notre communication, qui pour le coup n'était pas verbale et était non verbale, la personne ne se sent pas respectée. Et un des outils de la motivation, une des clés de la motivation, si quelqu'un voulait motiver, ben déjà il faut qu'il ait l'impression, enfin plus que l'impression, même la certitude, qu'il existe. Voilà. Hein, on en parle dans la motivation. Aujourd'hui, je dirais, on n'a plus rien, on n'a plus grand-chose à apprendre sur la motivation. Quelque part, tout a été dit. Entre le dire, le faire et puis le mettre en application. Et cette parenthèse importante que j'ouvre, c'est que faisons de la qualité. On ne peut pas motiver, on ne peut pas dire, voilà, oui, effectivement, j'étais dans une société avec un management, enfin, il n'y avait même pas de management, c'est totalement archaïque. J'ai introduit l'happiness, la joie de vivre, la motivation, etc. Puis j'ai des outils, et puis là, pour le coup, de la même façon que je suis en train de monter un tableau électrique, j'utilise des outils. Non, là, on n'est pas dans la matière, on est dans l'humain. On est dans l'humain. Et comme on est dans l'humain, on est dans toute sa spécificité, dans toute sa richesse. Mais souvent, lorsqu'on parle de richesse, on parle aussi de complexité. Voilà. Donc complexité, là aussi, c'est pas un gros mot, c'est pas vulgaire. L'humain est éminemment complexe. Donc, si on prend du bout de la lorgnette, côté bouteille d'eau à moitié pleine, positif, on va dire, mais c'est fabuleux. Bien sûr que l'humain est fabuleux. Il est riche. Pour moi, complexe, c'est une richesse fabuleuse. Voilà. Mais à contrario, voilà, s'il y a le yin, il y a le yang. S'il y a un côté pile, il y a le côté face. À contrario, le côté complexe, ben oui, c'est la complexité. C'est complexe. C'est complexe. Et on peut dire que toi comme moi, on est deux êtres humains, on a des tas de points communs. On a, comment dirais-je, on respire la mer. Oui. On a des yeux tous les deux. Enfin voilà, on est constitués, on a la chance d'être venus avec nos membres, notre corps, etc. Donc on est tous semblables, tous identiques, on va dire, par un certain côté, mais on est tous différents. On est tous uniques. Oui. On est tous uniques. Donc, pour terminer sur ta question de la motivation, pour conclure, évidemment, c'est super intéressant de mettre en place des politiques de motivation. Là, je m'adresse au PDG, au DG, au DRH, au DAF, mais ils le savent. Enfin, ils le savent. Entre savoir et pouvoir, entre savoir et faire, entre les savoir-être et les savoir-faire, entre savoir et mettre en application, entre avoir l'ambition, le désir et puis le faire réellement, le faire concrètement. Il y a des gaps assez importants. Bref, on va dire qu'aujourd'hui, on sait de plus en plus qu'on a tout intérêt, j'aime pas ce mot, mais à motiver. Bon, ça fait tellement longtemps que quand j'auditais les entreprises, je leur disais, mais vous mettez en place des opérations pour avoir une action sur la gestion, votre gestion financière, sur votre gestion. Moi, quand je travaillais au CEDEC, on mettait en place des tableaux de bord pour que les petits patrons, les chefs d'entreprise, gèrent leur entreprise. Pas qu'ils attendent d'avoir quand je dis ça à certains, ça fait peut-être rire en disant « Attends, c'est pas possible », mais non, j'en ai vu des tas, et ça existe encore, des petits patrons qui attendent d'avoir leur comptabilité à la fin de l'année, pour savoir s'ils ont fait du bénéfice ou pas, s'ils vont avoir du cash flow ou si ils n'ont aucune capacité d'autofinancement, si éventuellement je mets le clé sous la porte, quoi. Donc on apprenait, et je pense qu'aujourd'hui il y a encore des sociétés, apprendre à gérer leur entreprise. À gérer leur entreprise, donc non plus a priori et a posteriori, en ayant des interactions sur l'aspect comptable, financier, etc. d'une entreprise.
Ça, c'est pas nouveau, on le fait depuis la nuit des temps. Après, on s'est dit, c'est intéressant, c'est d'avoir des interactions, une gestion sur la logistique, ou ce qu'on appelle la structure. Donc sur les ordinateurs, sur les machines-outils, sur l'outil de production, etc., etc., automatiser une chaîne de fabrication, j'en passe des meilleurs. Jusqu'à arriver. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit, mais ok, oui, la finance, oui. L'outil de production, fabrication, la logistique. Mais tout en haut, il y a l'humain. Alors, tout en haut, tout en bas, peu importe. Mais tout autant que les autres. Centre. Tout autant que les autres, si ce n'est plus. Oui. Hein, parce que les outils sont là pour être nos aides. Moi, je dis toujours, un ordinateur portable, un téléphone, une voiture, si quelqu'un doit être esclave de l'autre, c'est les machines qui doivent être nos esclaves. C'est pas l'inverse. D'accord ? Et depuis la nuit des temps, j'ai toujours dit dans mon discours de consultant, mais l'élément humain, je leur disais même, c'est pas qu'il faille le prendre en considération autant que les autres ou en priorité des autres, mais commencer à le prendre en considération. Je me souviens d'une petite anecdote, une entreprise, je l'audite. En fait, je m'aperçois tout simplement qu'il y a une problématique dans la rentabilité de cette entreprise, et en auditant un petit peu dans tous les secteurs, je m'aperçois tout simplement, tout bête, que la productivité s'écroulait, mais en été. À cause de quoi? De la chaleur. Parce que l'entreprise, ni les entrepôts, ni la fabrication, ni les bureaux, bref, nulle part dans l'entreprise, c'était pas climatisé. Et quand les gens ils ont chaud, voire quand ils crèvent de chaud, et bien sur une productivité qui est dite de 100%, déjà elle n'est jamais à 100%, entre les pauses café, excusez-moi les fumeurs, entre les pauses cigarettes, entre les pauses café, boire un café c'est bien pendant 10 minutes, mais si c'est une demi-heure et 4 fois dans la journée, oui, ok pour l'humain, oui, ok pour la relation humaine, mais c'est pas les comptables, les DAF ou les contrôleurs de gestion qui me diront le contraire. On perd en productivité, si on est payé même le SMIC. Dans cette entreprise-là, déjà, il y avait, on est 100% avec... On n'est jamais à 100%. Comme il n'y a pas de climatisation, la productivité... Mais elle chutait de 30 à 50%. Pour ça, à cause du fait que les gens, ils étaient dans des saunas. Et qu'on ne peut pas travailler dans un sauna. Et le type, il était capable d'investir, c'était une société dans le décolletage, donc il y avait des machines commandes numériques. C'était en francs à l'époque, c'était 2, 3, 4, 5, 10 millions de francs lourds, voilà, sur une machine à commande numérique. Et pour l'humain, rien. Et même quand je lui ai expliqué que c'était dans son intérêt financier de climatiser son entreprise pour avoir une meilleure production, etc., il a mis, je crois, 3 ans avant de le faire parce que c'était pas une priorité. Voilà. Donc la motivation, pour revenir à ta question... Pour conclure là sur une phrase. La motivation, c'est une bonne chose, mais pas n'importe comment. Et justement en respectant l'humain et nos collaborateurs, en sachant que par exemple un cerveau droit ne se motive pas comme un cerveau gauche. Voilà. Et chaque personne est différente. Ah ouais, bah oui, mais on le sait, on enfonce une porte ouverte. Sauf que, dans la réalité, on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte. Et certains cerveaux gauches ou certains gestionnaires ardus vont te dire « oui, mais on n'est pas là pour faire du social ». Je ne parle pas de social. Évidemment, moi j'ai connu des tas de patrons paternalistes qui ont été dans le mur parce que justement ils étaient trop paternalistes, ils jouaient, là pour le coup ils jouaient, ils n'étaient pas sérieux. Et ils avaient recruté des collaborateurs qui aussi jouaient, parce qu'ils venaient dans l'entreprise, oui, faire leur boulot, mais ils venaient chez papa, prendre leur chèque chez papa. Donc, et ça jouait, donc on perdait du temps en productivité, en efficacité, en efficience, dans des considérations personnelles. Le lieu, l'entreprise, c'est pas fait pour ça. Même si on est là pour s'épanouir, être heureux au travail, on n'en a jamais autant parlé, et c'est pas moi qui dirais le contraire, hein, puisque j'œuvre dans les entreprises pour justement
humaniser l'entreprise, humaniser le management, humaniser les rapports humains, distiller du bonheur en entreprise. J'ai rien inventé, des gens comme Bill Gates ou Bronson l'ont fait avant moi et ça fonctionne. Donc on peut être heureux au boulot, on peut, pourquoi pas, jouer au ping-pong pendant une pause ou avoir des nap rooms, des salles de sieste dans une entreprise, et c'est génial. Mais voilà, c'est comme tout à l'heure la vulgarité. La vulgarité peut être vulgaire, même avec des mots pas vulgaires, parce que c'est pas le bon moment. Tout est question d'équilibre, quand tu disais tout est question d'équilibre. Tout est question de bonnes choses au bon moment, d'adapter, de choses adaptées. Quand c'est adapté ou quand c'est pas adapté, le bon moment, pas le bon moment. Il y a un temps pour tout, on est là pour bosser, on est là pour bosser, on est là pour jouer. On peut travailler avec plaisir, humour et dans un jeu, mais tout ça c'est aussi parce qu'on est en conscience. Je reviens à cette fameuse conscience. Quand on fait... Moi, on me dit, ah oui, mais alors, tu parles de contrôle, de gestion, de maîtrise, et donc tu es un robot. Il n'y a plus de place à l'humain, à l'émotion. Je dis non, moi quand je joue, j'arrête pas de jouer, mais quand je joue, je le décide, c'est en conscience, et je m'éclate 10 fois plus que les autres. Mais quand je ne suis pas là pour jouer, je ne suis pas là pour jouer. Voilà. Super Philippe, un grand merci. Donc écoute, motiver les gens en les connaissant, en apprenant à les connaître, déjà... L'entretien est fini ou parce que moi j'ai pas de notion de l'heure. Et après, voilà, où on peut te retrouver pour en savoir un peu plus sur toi. Alors je t'aimerais une chose parce que à la limite j'ai tellement été bavard que j'ai peut-être pas dit l'essentiel. Ça tout est relatif. Je terminerai par une phrase qui est tirée d'une chanson de Johnny Hallyday, mais on va dire surtout de Jean-Jacques Goldman, qui est le parolier et qui est magnifique. Je vais en faire un post prochainement sur LinkedIn d'ailleurs. C'est la fameuse chanson qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Et je pense que, en mot de la fin, j'utiliserai ça. Le meilleur levier, le meilleur bras de levier dans la motivation, pour moi, c'est l'exemplarité. Parce que tu ne peux pas dire « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Donc si tu veux donner l'envie à l'autre, c'est l'exemplarité. Voilà. Ça, c'est vraiment le fondement de tous les fondements. Et donc, par cette exemplarité, de donner l'envie d'avoir envie. Et si tu donnes l'envie d'avoir envie à quelqu'un, on parle même plus de motivation. Exactement. On parle de passion. Et si tu n'as même plus à motiver la personne étant passionnée, elle s'automotive. Comme on fait les plus grands comme Nelson Mandela, Gandhi, Lincoln, Churchill, voilà, en fait, ils ont donné envie, d'avoir envie à tout à fait. À leurs habitants. Voilà. Alors ta question, c'était où on peut me retrouver? Voilà, pense un peu plus. Oui, alors pour l'instant, mon site internet est en sommeil pour tout un tas de raisons. Je m'en amuse encore, lescreateursdegossip.com, il reviendra un jour à la vie, mais il existe toujours, voilà, dans les cartons, il est là, les créateurs de possibles. On me retrouve bien sûr sur LinkedIn, Philippe Rosenblum, mon profil. Okay. Voilà, et puis après... je dirais par mon réseau, si on veut me trouver, on sait le trouver. Je me cache pas, loin s'en faut. Voilà. Un grand merci Philippe. Merci à toi, merci. 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 Au revoir.